Conférence, elle m'a trotté dans la tête pendant longtemps. L'année passée, quand je suis allé au congrès de l'AMQ, pas 2018, mais 2017, à Ottawa, je l'ai concrétisé. Puis en fait, moi, je suis comme un peu obsédé par les nombres. Fait que quand je me promène, je suis du genre à vouloir essayer de trouver les décompositions en facteur premier de n'importe quel nombre que je vois, que ce soit dans les adresses, dans des choses comme ça. Puis à un moment donné, je suis tombé sur un livre fantastique, ce livre-là, Le Dictionnaire pingouin des nombres curieux. Puis le livre, de la façon qu'il est construit, c'est que la première page, c'est le nombre -1, puis là, il parle de i, racine carrée de -1, etc. Puis après, il part à 0, puis il fait juste présenter plein de faits intéressants sur les nombres, puis c'est croissant. Fait qu'il monte comme ça, jusqu'au plus gros nombre que l'humanité a utilisé dans une preuve mathématique. Fait que moi, je disais, ce serait le fun de faire une présentation avec une diapositive par nombre. Fait que c'est exactement... Ben, il y en aurait beaucoup, là, mais par les nombres importants, disons. Fait que... puis il y a un autre site que vous connaissez sans doute, c'est Numberphile, où est-ce qu'ils sont dans la même optique, tu sais, juste c'est des tripeux de nombres, puis ils font plein d'affaires par rapport aux nombres. Fait que... donc... on va commencer par 0. Il y aurait tellement de choses à dire que je ne dirais rien sur 0 pour aujourd'hui. On va passer à autre chose. Donc 0,2078, qui est E exposant moins pi sur 2. Tout à fait, on commence, c'est des petites choses tranquilles. Okay? C'est vraiment relax comme conférence aujourd'hui. Donc c'est en fait I à la I, vous le savez. Puis c'est quand même surprenant, parce que ça, j'explique à mes étudiants quand je fais un nombre complexe. Vous prenez un nombre qui est, tu sais, que les étudiants ont de la misère à s'imaginer c'est quoi. C'est imaginaire, c'est rien. Exposant I, c'est encore plus bizarre. Si je multiplie I fois par... c'est bizarre, là. Puis là, finalement, quand vous travaillez un petit peu, vous écrivez ça avec la formule de l'heure, petite propriété des exposants, E à la moins pi sur 2. C'est un nombre réel positif. C'est quand même bizarre. Très étrange. 16/64e, là, j'avais oublié de vous dire, juste pour être sûr que tout le monde connaît bien ces règles algébriques. Okay? Donc, pour la conférence, vous n'oubliez pas qu'on a le droit de faire ça ici. Il y a d'autres nombres en bas de 100 qui font ça aussi, 19 sur 95, puis il y a 26 sur 65. J'avais d'ailleurs posé comme question dans un de mes devoirs, un de mes examens comme bonus, essayer de trouver tous les nombres en bas de 100 qui font que la fraction fonctionne quand même si on fait cette simplification. Il y en a un qui me dit « Quoi, on n'a pas le droit de le faire? » Je dis E à la 1 sur E. OK, donc si vous faites une limite, ou est-ce que vous mettez une pile de x comme ça, donc le n, c'est le nombre de x que vous avez. Cette limite-là existe seulement si le x est coincé entre 1 sur e et e à la 1 sur e. OK. Il y a une autre affaire qui est intéressante, c'est que par rapport à e à la 1 sur e, c'est que, tu sais, à moindrement qu'on commence à enseigner les logs puis les exponentiels, on fait un graphe à quelque part à un moment donné, puis moi, pendant longtemps, je les traçais de même. T'sais. Bon, b à la x, log de x en base b. Là, à un moment donné, je lis à quelque part qu'ils se croisent, ces fonctions-là. Je dis, non, ça se peut pas. J'avais comme un peu une émotion, là. Puis quand on bouge le B, en variant le B, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, même si le B est plus grand que 1, il y a quand même un endroit où les deux se touchent. Puis passer ce moment précis-là, c'est exactement à B égale à 1 sur E. Puis c'est pas très difficile, ça se fait même sans calculatrice. Puis, passer ce nombre-là, si vous continuez à baisser le B, les courbes passent à travers, puis là, il y a 2 points d'intersection. 1,60. Bon, OK, il fallait que j'en parle un peu quand même. OK, le nombre d'or. Je vais en parler un peu. La raison pourquoi j'en parle, j'en aurais pas parlé, mais c'est que moi, le nombre d'or, je l'avais vu d'une certaine façon. Puis là, après, j'avais vu l'article que Christian avait fait dans Acromat sur le nombre d'or, puis je l'ai lu, puis ça m'a permis de découvrir des choses que je n'avais pas découvertes avant. Donc, on va y aller avec la base. Là. Vous avez ici une fleur de tournesol, puis vous avez les graines qui sont disposées d'une certaine façon. Puis l'idée, c'est que les plantes veulent, dans le peu d'espace qu'ils ont, être capables de pouvoir placer le plus de graines possible dans le peu d'espace disponible pour être capable de se reproduire, pour ainsi dominer le monde. Donc, l'idée, c'est que j'ai essayé de faire une petite fleur schématisée pour vous faire comprendre la construction d'une fleur. Donc, quand la fleur est en train de pousser, ça, ce que je vous dis, c'est vrai, là, mais il y a comme un... Mettons qu'on choisit un nombre 3,5, bien, la prochaine graine va se placer à 3 tours et 0,5 tours après. On s'en fout du 3 en réalité. Là. Puis après, bien, à partir de celle-là, encore 3,5 tours. Donc, si je plaçais mes graines de cette façon-là, c'est pas très brillant parce que je crée plein d'espace ici. Donc, on pourrait essayer de 13 tiers, mettons. Donc là, 13 tiers, 4 tours et 1 tiers. Le 4 n'est pas important, bon, c'est correct. Bien, là, on retombe sur les mêmes endroits. Donc là, on peut essayer de regarder ensemble quelques fractions. Donc, 0,5 égale 1,5. Bon, ça, on l'a déjà fait tantôt, c'est correct. Donc là, on se dit, on va prendre une fraction plus compliquée, 3/5e.
3/5, c'est cute, mais inévitablement, si vous avez un dénominateur ici, vous allez avoir des branches qui se créent, puis vous avez des espaces vides. Donc là, après, on pourrait dire, on va prendre une fraction plus compliquée. On va prendre celle-là. Oui, c'est mieux. Mais ici, à cause du 25, j'ai 25 branches qui partent de l'origine ici, puis j'ai des espaces vides entre. Fait que là, on se dit, ben, on a juste à prendre un nombre qui n'est pas une fraction. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On pourrait prendre pi, mettons. Si on prend pi, ça donne ça. Avouez que c'est quand même décevant. Moi, je trouve ça décevant. Parce qu'on se dit, lui, il me semble, fait mieux la job. Mais pourquoi lui fait ça? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 branches. Bien, c'est comme j'explique à mes étudiants, tu sais, dans le fond, les nombres irrationnels, la plante, elle ne peut pas suivre un nombre irrationnel, elle va tout le temps prendre une approximation rationnelle. Puis vous connaissez une très bonne approximation rationnelle de pi, à savoir 22/7. Puis là, vous avez vos 7 branches là. Fait que, tu sais, ça tient la route. Fait que là, dans le fond, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait prendre? Il faudrait prendre un nombre irrationnel qui ne s'approxime pas bien par un nombre rationnel. Okay, donc, il faudrait prendre le pire, en fait. Il en existe-tu un pire? Puis en fait, la façon de le trouver, c'est avec les fractions continues. On prend ici le nombre, puis on tasse ses décimales. Vu qu'il est en bas de 1, on peut le flipper. Le nombre ici va être plus grand que 1. On tasse ses décimales, on fait la même affaire. On peut continuer la manipulation longtemps. Si vous coupez à un certain endroit, ça va vous donner la meilleure approximation rationnelle avec un dénominateur plus petit ou égal au nombre. Donc, si je coupe ici, la meilleure approximation de pi avec un dénominateur inférieur ou égal à 7, c'est celui-là, qui est en fait le 22/7 qu'on a vu tantôt. Donc, si je coupais ici, je ne le ferais pas, mais on aurait encore une meilleure approximation, mais le dénominateur serait plus gros. Puis en fait, si on y pense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le nombre est gros ici, meilleure va être l'approximation. Donc, imaginez que si je me rends là, ça va être écœurant comme approximation, là, ça va être vraiment bon. Fait qu'en fait, ces nombres-là, de la façon que je les construis, sont tous des nombres naturels, 1, 2, 3, etc. Donc, tous ces nombres-là, c'est des nombres qui vont de 1 à l'infini. Un, deux autres, là. Fait que, moi, je ne veux pas que ces nombres-là soient gros. Donc, je les veux le plus petit possible. Donc, si je les veux le plus petit possible, ça veut dire que tous les nombres dans les ronds, il faut que ce soit des 1. Et ça donne un nombre qu'on appelle phi. Si on veut calculer sa valeur, on a juste à constater qu'ici aussi, j'ai phi. Et donc, je me retrouve avec l'équation phi égale à 1 plus 1 sur phi. Bon, voilà, la petite poutine après, puis on trouve le nombre. J'en ai négatif. Puis on trouve le nombre d'or. Fait que ça nous donne la disposition. Vous allez dire, wow, il y a plein d'espace encore. Oui, je sais, c'est parce que les graines ne sont pas touchées, mais là, vous n'avez pas des espèces de lignes qui partent de l'origine. Racine de 2 à la racine de 2. Ça, c'est intéressant. Parce que ça répond à ce nombre-là, il répond à une question. C'est est-ce qu'il est possible de trouver un irrationnel exposant un irrationnel qui va donner un rationnel? C'est quand même fucké. Quand tu y penses, tu prends un irrationnel exposant un irrationnel qui va donner un rationnel. Est-ce qu'on peut trouver ça? Fait que là, en fait, il y a deux possibilités. Étant donné qu'on ne sait pas c'est quoi sa nature à lui, bien, s'il était rationnel, on aurait réussi notre problème parce que ça marche. Mettons qu'il ne l'est pas. Donc là, on est content s'il est rationnel. S'il était irrationnel, bien, on aurait juste à construire ce nombre-là, qui est un irrationnel, exposant un autre irrationnel, puis avec des propriétés des exposants, on trouve 2. Donc, je ne sais pas c'est quoi la nature du nombre racine de 2 à la racine de 2, mais s'il est irrationnel, on a répondu à la question, puis s'il est irrationnel, on a une autre manipulation qui nous crée ce qu'on veut. Donc, il existe un irrationnel exposant un irrationnel qui est un rationnel, mais bon, c'est lequel, je ne sais pas, mais je sais qu'il existe. Donc, on est content dans les deux situations. 2, OK, le dictionnaire que je vous ai dit que je me suis inspiré là, pour, là, ça s'appelle le dictionnaire des noms pingouins curieux. Bon, des fois, il y a des affaires comme, tu lis ça, tu fais comme, ouais, le seul nombre premier paire, tu fais, oui, OK, mais encore, oui, OK, bravo, on passe à autre chose. 2 à la racine de 2. En fait, le 7e problème de Hilbert, c'est de démontrer la transcendance des nombres A à la B avec A algébrique différent de 0 et 1 et B algébrique irrationnel. Donc, ça, c'est un nombre qui correspond au 7e problème de Hilbert. Puis, en fait, juste avant qu'on donne la réponse, là, 2/3, on sait que c'est un nombre rationnel, puis il est la solution d'un polynôme de degré 1 à coefficient entier. Racine de 2, on sait que c'est un nombre irrationnel, mais c'est plate parce que tu dis, pauvre petit, tu sais, il est juste la solution d'un polynôme de degré, juste, un trop. C'est plate de l'exclure des nombres rationnels juste à cause de ça. Fait qu'on va faire une catégorie de nombres plus gros qu'on va appeler les nombres algébriques. Les nombres algébriques, c'est des nombres qui sont des solutions à des polynômes de degré quelconque, là, mais à coefficient entier.
Donc, un nombre est algébrique, c'est le zéro d'un polynôme à coefficient entier et son dénombrable. Puis un nombre transcendant est un nombre qui n'est pas algébrique et son non dénombrable. Donc, il y a beaucoup de nombres qui sont non algébriques. Puis eux en sont des exemples. Puis en fait, on va rien faire avec ça, là, mais je voulais juste... Ah merde, j'ai mis des x. Pourquoi j'ai mis des x? En tout cas, imaginez que le x vaut 2. Là. Si ça ici, vous avez l'idée, vous avez l'image de c'est quoi un nombre algébrique. Donc, si j'avais mis toutes des 2 à la place des x, ben ça donne, tu sais, c'est un paquet de racines imbriquées l'une dans l'autre. Ça donne à peu près l'idée de c'est quoi un nombre algébrique, mettons, général. Là. Et donc, le 7e problème de Hilbert a été démontré avec le théorème de Gelfond-Schneider en 1935, où est-ce que ça a généralisé. Lui, en fait, son problème, c'était ça, puis ça a été généralisé avec quelque chose plus gros encore, puis qui a été démontré en 1935. 3. Qu'est-ce que j'avais à dire avec 3? Donc, choisissez, sortez vos cellulaires, choisissez un nombre à 2 chiffres. Donc, prenez vos cellulaires, un nombre à 2 chiffres, puis élevez-le au cube. Je vais prendre la racine cubique mentalement. Donc, un nombre à 2 chiffres entier. Donc, quand vous avez quelque chose, vous pouvez me le dire. Oui? Oui? Ben, j'ai 8, 4, 7, 3, 6. 8, 80 000 ou... Il y a 884 736. 96. Ouais. OK. T'en avais-tu un? 91 125. 45. Oui? 5832. 5832, t'as pris 18. Ouais. Bon, je suis correct, là. Vous savez que je suis hot, là. Je vais vous donner le truc à la fin de la conférence. Puis écoute, j'ai une conférence de 1 heure sur Pi. Fait que je vais juste, de toute ma conférence, il y a une affaire que je trouve vraiment capotant, c'est ça. Puis ça, c'est Ramanujan qui n'a pas démontré ça, qui a écrit que c'était vrai. Puis ça a été démontré plusieurs années après. Ceci sert à calculer des décimales de pi. Si vous prenez le 0e terme de cette sommation-là, de 0 à 0, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 décimales exactes. Si vous prenez la somme voyons, avec le arctane, tu sais, quand on fait la sommation des impairs, il faut prendre 10 000 termes pour avoir 2 décimales exactes. Lui, on en prend 1, puis on a tout ça de décimales correctes. À chaque fois que vous avancez de 1, vous avez le double de décimales qui augmente. Fait que c'est vraiment écœurant comme formule. Là. Sauf que, tu sais, entre vous et moi, voici que ça sort, ces nombres-là. OK, donc là, vous allez choisir un nombre à 2 chiffres dans votre tête. Là, je vais juste faire quelque chose. OK, non, c'est bon. Bon, je suis correct. Donc, choisissez un nombre à 2 chiffres dans votre tête. C'est bon? Tout le monde a choisi un? OK, parfait. Vous allez soustraire la somme de vos 2 chiffres. Donc, c'est bon? Non? OK. Vous avez un nouveau nombre? OK, c'est bon. Vous allez choisir le symbole dans le tableau qui correspond à votre nombre, votre nouveau nombre que vous avez. Vous avez tous choisi? OK. Est-ce que c'est ça? Une jambe? C'est bien la jambe, hein? C'est la jambe? C'est la jambe. Donc, 9. Je vais juste dire ça. Je vais vous laisser penser à ça. Ça a un rapport. 17. C'est le nombre d'indices minimal qu'il faut à un sudoku pour qu'il soit réalisable avec une unique solution. Donc, autrement dit, à 16, il existe des sudoku qui ont 2 solutions à 16. Fait que c'est pas correct. Mais à 17, il y a une unique solution. Et en passant, je ne suis pas un fan de sudoku, là, mais bon, j'en ai fait un peu. Là. Mais en passant, c'est pas parce qu'il y en a 17, donc le moins d'indices possible, que sont nécessairement difficiles. Il y a des 17 super faciles, puis il y a des 28 indices qui sont pratiquement infaisables. OK, donc, c'est ça. Nombre de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi le nombre de Dieu? 20. C'est 20 le nombre de Dieu. C'est le nombre de coups minimal pour réussir le cube Rubik. Puis ça ici, la position que vous avez là, qui s'appelle le super flip, dans laquelle chacune des arêtes sont flippées. Cette position-là est exactement 20 mouvements. Puis elle fait partie du centre du groupe du cube Rubik. Autrement dit, cette position-là commute avec toutes les autres positions, y compris l'identité, naturellement. En passant, ça, c'est le nombre de possibilités du cube Rubik, qui est ce gros nombre-là. Puis c'est juste 20. C'est quand même très surprenant. Ici, vous avez l'évolution des bornes inférieures, bornes supérieures, jusqu'à temps qu'on arrive en 2010, où est-ce que là, on a réussi à avoir 20-20. Excellent. Ce qui est très surprenant, c'est que ce cube Rubik-là, que vous laissez traîner sur votre table, puis que les gens viennent, puis ils font « Oh, lui, il est pas mal plus facile », puis ils commencent à jouer, puis à un moment donné, les gens, ils parlent plus.
Puis ils laissent là, puis ils s'en vont faire autre chose. Ils vont continuer à prendre leur bière, puis ils disent rien pendant la soirée. Fait que là, tu dis quoi, t'as-tu de la misère? Mais là, en fait, ce qui est surprenant, c'est que lui, c'est juste ça. C'est pas gros. Je suis capable de dire ce nombre-là. Tu sais, tandis que tantôt... Puis lui, la pire position, c'est 11 mouvements. Tu sais, l'autre, là, c'est un nombre gigantesque, c'est 20. Puis lui, c'est presque rien. Vous avez plus de chances de gagner à 6,49. Vous avez moins de chances, vous avez plus de chances, si vous faites au hasard, de faire ça que de gagner à 6,49. Puis c'est quand même 11 mouvements. C'est surprenant, mais la raison, c'est pas bien compliqué. C'est parce que quand on fait le cube Rubik, ce qui devient difficile, c'est, une fois que vous avez fait une face au complet, c'est de faire le saut sans péter ce que vous avez fait. Puis là, ici, on arrive plus rapidement à la partie difficile, faire le bas sans casser le haut. C'est ça qui prend beaucoup de mouvement. Mais au cube Rubik, vous avez une face, vous avez une autre couronne que vous avez le temps de faire. Fait qu'on est capable de, en tout cas, ça peut expliquer un peu pourquoi. Là. 23. OK, je ne sais pas si vous avez vu le film Le Nombre 23, ça fait longtemps, mais je trouvais que c'était très à propos parce que j'étais un peu comme Crackpot, un peu comme lui, mais peut-être pas autant. Je suis clairement pas autant parce que lui, il est rendu au point où le nom de son chien, c'est Ned qui s'appelle, puis là, il voit que les positions dans l'alphabet, quand on les additionne, ça donne 23. Fait que là, il est comme en train de revirer fou, là. Mais je fais pas quand même ça, là, mais bon. Le nombre 24, c'est un nombre important pour mon mémoire. Puis dans mon mémoire, je faisais des empilements de sphères ou des empilements de cercles. L'idée, c'est de placer des cercles le plus compacts possible pour remplir le plus efficacement l'espace, les cercles de même grosseur. Donc ici, vous avez la solution optimale en 2D. Vous avez ici la solution optimale en 3D. Fait que là, mathématiciens que nous sommes, et mathématiciennes, une fois qu'on l'a fait en 2D et en 3D, on a envie de le faire en 4D, etc. Là, ça devient un peu plus difficile à visualiser. Fait que ce qu'on fait à la place, c'est que on fait un réseau, un treillis. Donc, on prend deux vecteurs, on fait toutes les combinaisons linéaires entières de ces deux vecteurs-là. Ça me donne plein de points. Puis après, on vient placer une sphère avec la bonne grosseur. Là, naturellement, ce n'est pas n'importe quel réseau qui vont bien fonctionner. Donc, ce réseau-là ne serait pas génial parce que si je gonflais pour avoir une sphère centrée en chacun des points, il y aurait des espaces vides créés. Fait qu'il faudrait choisir un réseau différent qui ferait que quand je gonflerais mes sphères dedans. Puis l'avantage de voir ça de même, c'est que ça se fait très bien dans R4, 5, 8, 9, 13, de prendre une combinaison linéaire de vecteurs linéairement indépendants, puis d'engendrer un réseau, puis de mettre des sphères avec le bon... Ça se fait très bien algébriquement. Puis en fait, tous les réseaux, ici, vous avez les dimensions, puis ici, les lattices, les réseaux, qui ont été construits autour desquels on a fait des empilements. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'à dimension 8, ici en bleu, je n'expliquerai pas tout parce que ça serait une conférence en soi, mais ici en bleu, vous avez la borne supérieure. C'est impossible de faire un empilement de sphères qui a une densité plus haute. Quand je parle de densité, vous prenez une zone, vous regardez l'aire de toutes les sphères qui sont dedans, divisé par le volume, puis ça vous donne la densité. Donc ça, c'est impossible de dépasser cette densité-là. Puis ici, vous avez la densité de certains empilements qu'on a connus avec des réseaux. Puis ici, il se passe quelque chose là, puis clairement, il se passe quelque chose là, vraiment, là, parce qu'on est vraiment proche. Puis dernièrement, je pense que en 2016, on a réussi à démontrer que c'était... Parce qu'avant, on ne savait pas que c'était le plus dense, mais là, on l'a démontré là, puis je pense ici aussi à 16 à 8, 16, 24. Puis à 24 ici, en 1967, je pense, Leach, il avait dit « Ah, il me semble il doit se passer quelque chose là. Ça doit être hot parce que c'est étrange. » là. Puis là, Conway a repris ça, puis il a trouvé le groupe de symétrie du réseau, donc tout ce qui fait qu'on bouge les sommets, puis les sommets restent au sommet. Puis ce groupe-là, c'est maintenant un des groupes de Conway qui fait partie d'un des groupes sporadiques simples. Oui? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des pics ou multiples de 8? Il y a probablement quelque chose avec ça, mais il y a des livres, puis de la documentation sur ça, puis j'avais pas fait 8 et 16 dans mon mémoire, je m'étais plus concentré sur 24, mais il y a clairement quelque chose qui se passe là. Mais en fait, je pense que c'est flou, mais l'argument qu'il avait amené, je pense que c'est une femme qui avait trouvé 8-16, qu'elle a réussi à démontrer que c'était les meilleurs empilements. Puis elle disait, hey, je peux adapter mon argument. Puis elle a réussi à 24. Ça, c'est très hot, là. J'ai eu une émotion quand j'ai su que ça s'était fait parce que moi, quand j'ai fait mon mémoire, c'était pas su que c'était le meilleur. 41, n carré plus n plus 41, ce qui est très cool, c'est quand vous remplacez n par 0, 1, 2, 3, vous avez jusqu'à 40, vous avez tous des nombres premiers. Mais ils ne sont pas dans l'ordre, par exemple. Oui, ils sont dans l'ordre, mais je veux dire, il en manque.
Quand vous passez 53 à 61, il y en a qui ne sont pas couverts, là. Mais c'est quand même surprenant. J'avoue que quand tu trouves une formule de même, puis tu commences à la faire, tu commences à avoir peur. Tu dis, mon Dieu, ça marche, ça marche. Mais on se rend compte que ça ne peut pas marcher. Aucun polynôme peut marcher parce que quand vous mettez 40 là-dedans, vous mettez en évidence, vous allez avoir une factorisation naturelle. Ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez les nombres 0, moins 1, moins 2, moins 3 jusqu'à moins 39, vous avez les mêmes nombres premiers, mais vous avez la même liste de nombres premiers que celle-là. Fait que ça, ce polynôme-là donne des nombres premiers de moins 39 à 40. C'est quand même intéressant, là. 196. Bon, mettons qu'on prend 124. 124, c'est pas un palindrome. Un palindrome, c'est un nombre qui peut se lire de la même façon des deux bords, comme Laval ou Kayak, là. Fait que 124, si c'est ne lit pas des deux bords, ce qu'on pourrait faire, c'est dire, bien, je vais prendre 124 puis je vais l'additionner avec son opposé. Puis là, on trouve 545, qui est un palindrome. Donc, c'est fantastique. On a trouvé une méthode qui marche. 59. 59 plus 95, ça donne 154, qui, lui, n'est pas un palindrome. Fait que si je refais la manipulation avec 154, on aboutit encore à quelque chose qui n'est pas un palindrome. Puis si je le refais une autre fois, on arrive avec un palindrome. Fantastique. Donc, ça marche tout le temps. Fait que si on le fait avec 89, ça prend 24 étapes. C'était fortuit le 24 en passant, ça n'a pas rapport avec le 24 de tantôt. Là. Je ne suis pas en train de faire. Puis si on le fait avec 196, on est rendu à ça d'étapes, puis on n'a pas encore abouti. Fait que, en fait, c'est qu'il y a quelqu'un, celui qui a donné un nom, il appelle ça les nombres de Lishrel. Sa blonde, elle s'appelle Cheryl. Fait qu'il a comme fait une genre d'anagramme de son nom, puis il a appelé ça des nombres de Lishrel. Mais ce qui est drôle, c'est que personne ne sait si ça existe. Parce qu'on n'a pas réussi à démontrer que lui, on était incapable de créer un palindrome. On est juste rendu là, mais on ne sait pas. Fait que c'est un nombre de Lishrel, peut-être, mais on ne sait pas s'il en existe. 561, 3 fois 11 fois 17. Vous vous rappelez peut-être du petit théorème de Fermat qui stipule que si vous avez un nombre premier P, A à la P va être congru à A modulo P. Si le PGCD de A et P est égal à 1. Donc, c'est sûr que si vous prenez A qui est inférieur à P, c'est sûr que ça va être vrai. Mais si vous prenez des A plus gros, il faut juste s'assurer que A est relativement premier avec P. Les nombres il y a des nombres, en fait, c'est pas juste les nombres premiers qui font ça. Il y a des nombres qui ont la même propriété. A à la n va être congru à A mod n si PGCD de A et n est égal à 1. Puis en fait, ça, on appelle ça des nombres de Carmichael. Puis 561, c'est le plus petit nombre de Carmichael. Puis en fait, je pense que c'est en 2000 ou 2003 peut-être, Andrew Granville, il est encore enseignant ici, ouais. Il a démontré que les nombres de Carmichael, il en existe une infinité. Donc, là, ouais, je sais qu'on est un peu rushé dans le temps, fait que habituellement, dans mes conférences, je laissais les gens réfléchir à ce problème-là. Vous avez la somme des n premiers, non? Puis on se demande, on voudrait que ça donne un nombre à 3 chiffres identiques. Je vais le faire avec vous, mais je vous aurais laissé travailler, mais vous vous en sortez, mes chanceux. Fait qu'en fait, ici, on veut un nombre qui est de la forme AAA, que je pourrais écrire de la forme, bon, à gauche, on sait que c'est n fois n plus 1 divisé par 2. Puis ici, c'est A fois 111. 111, c'est 3 fois 37. Puis si je multiplie ici, je me retrouve avec 2 fois 3 fois A fois 37. Ici, A doit être un nombre, un chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ici, on s'aperçoit que ça, c'est 6. Ici, j'ai 37. Puis je dois avoir n fois n plus 1. Donc, 6. Si je prends 6, je vais avoir 36 fois 37. Donc, en fait, la réponse, c'est 6. Donc, en fait, la réponse, c'est 666. The beast number. Puis, en fait, si vous regardez l'ensemble de tous les nombres qui sont relativement premiers avec 666, inférieurs à lui, vous allez trouver 216. Puis 216, c'est égal à 6 fois 6 fois 6. Puis autre chose, si vous prenez les premiers nombres premiers, donc 2 à la 2, 3 à la 2, 5 à la 2, 7 à la 2, 11 à la 2, 13 à la 2, 17 à la 2, vous allez trouver 666. Donc, c'est qui ça? C'est Babe Ruth. Babe Ruth, il a frappé 714 circuits. Okay? C'est ce qu'il a fait, lui, dans sa carrière. Puis, à un moment donné, il s'est fait battre par Hank Aaron à 715. Lui, en fait, il en a eu 755 dans sa carrière. Puis quand c'est arrivé, il y avait partout 714, 715 qui sortaient. Et qu'il y en a des gens qui ont commencé à factoriser 714 puis 715. Puis ils se sont aperçus que si on fait la somme, de la décomposition des facteurs premiers, ben on obtient la même chose. Puis en plus, mais ça c'est le en plus, là, en plus les nombres 2, 3, 7, 17, 5, 11, 13
sont comme, ils se connectent bien, là. Fait que, en fait, ils ont décidé d'appeler ça les nombres de Aaron. Fait que là, ici, vous avez les paires de nombres de Aaron. Donc, ici, 5, sa décomposition en premier, c'est 5. Puis 6, c'est 2 fois 3. 2 plus 3 égale à 5. 8 et 9. 8, ici, on fait 8 comme si c'était 2 fois 2 fois 2. Puis 9, 3 fois 3. 2 plus 2 plus 2 égale à 3 plus 3. Fait que là, vous avez la liste ici. Donc, 714, 715. Ça, c'était sur Numberphile que je l'ai vu, ça là. Ils sont drôles sur Numberphile parce qu'ils sont vraiment motivés, là. 880, ici, vous avez des carrés magiques. Donc, quand vous faites la somme selon chacune des lignes, chacune des colonnes ou des deux diagonales, vous trouvez la même réponse, dans ce cas-ci 34, puis l'autre aussi 34. La question, c'est il y a combien de carrés différents, nombre de carrés magiques différents? Bien, pour un 3 par 3, vous en avez juste un, en considérant rotation, réflexion, là. Puis, les 4 par 4, il y en a 880 différents. Les 5 par 5, il y en a 275 millions. Puis les 6 par 6, on ne sait pas. 1001, ben, c'est 7 fois 11 fois 13. C'est tout ce que j'ai à dire sur 1001. C'est notre héros, ça. C'est qui, ça? Vous connaissez l'anecdote. Il fallait bien, tant qu'à parler des noms, il faut bien faire l'anecdote. Fait que vous avez... comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Hardy, merci. Qui arrive en taxi. Son taxi, il porte le numéro 1729. Puis il dit, ah, c'est plate 1729. Il dit, ah, non, c'est pas vrai. Il dit, c'est le premier nombre qui se décompose de deux façons différentes, comme la somme de deux cubes. 9 au cube plus 10 au cube, 1 au cube plus 12 au cube. 1729. C'est aussi le troisième nombre de Carmichael. Donc, je rappelle que c'est un nombre qui satisfait cette équation-là. Vous avez aussi 1729. Si vous regardez 1 plus 7 plus 2 plus 9, qui donne 19, bien 19, c'est un facteur premier de 1729. Ça, là, si vous prenez ça au Scrabble, là, OK, vous ne serez pas content. Moi, je ne serais pas content, en tout cas. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais pourtant, la personne, il y a quelqu'un qui a créé une fausse partie, là, il a créé une espèce de reconstitution d'une partie fictive de Scrabble, dans laquelle il y avait c'est tous des mots français en passant, là. Puis s'il a placé ce mot-là sur la colonne ici en pognant mot contre triple 3 fois, ça fait mot contre 27, ça fait un mot qui fait 1790 points. Fait que, pensez-y. Il pogne des mots contre triple, mais tu sais, ça pogne 3 fois 3 fois 3, 27, mais il pogne comme ça. Ah, ça prend une soirée juste compter les points de ce mot-là. 2048, ceux comme moi qui ont perdu trop de temps à ce jeu-là, vous allez être contents de savoir que le score maximal que vous pouvez obtenir, bon, je l'ai mis à 2048, mais j'aurais dû le mettre à 131 072, mais c'est ce score-là. Il est possiblement réalisable. Moi... De quel jeu? Hein? De quel jeu tu parles? 2048. Ah, vous ne connaissez pas, OK. Ah, c'est un jeu, c'est mieux, Yvan, c'est mieux que tu ne le connaisses pas, le jeu. Tu vas perdre trop de temps. À un moment donné, j'ai tellement joué que je dormais, puis j'en rêvais. Je disais, hey, ça va faire, là. J'ai arrêté de jouer à ce jeu-là. Fait que, en tout cas, va pas voir sur Internet. Je ne veux pas que tu ailles voir. 3435, 3 à la 4, plus 4 à la 4, plus 3 à la 4, plus 5 à la 4, c'est égal à 3435. Donc, il est égal à la somme de ces chiffres à la 4. 65 536. Ben moi, avant, j'ai bien dit avant, la dernière cellule qu'il y avait dans le bas de Excel, c'était celle-là, 65 536. Puis ça, c'est 2 à la 16. Puis 16, c'est 2 à la 4. Puis 4, c'est 2 à la 2. Moi, ça me faisait capoter. J'étais comme, wow! C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose, là. 65 537, ça, c'est plus intéressant. C'est 2 à la 2 à la 4 plus 1, ça s'appelle un nombre premier de Fermat. Donc, c'est les nombres de la forme 2 à la 2 à la n plus 1. Puis en fait, c'est le plus grand nombre premier connu de Fermat. Donc, quand vous mettez n égale 0, 1, 2, 3, 4, ça vous donne 5 nombres premiers de Fermat. Puis Fermat, lui, pensait que tous ces nombres étaient de Fermat, étaient premiers. Puis en fait, jusqu'à présent, c'est les seuls qu'on a trouvés, c'est ceux-là. Parce que si vous arrivez à 2 à la 2 à la 5 plus 1, bien, ils se divisent par 641. Puis on a réussi à faire la factorisation. Je pense qu'on est rendu à n égale à 20 ou 24, je ne sais pas, là. On est rendu loin. Mais moi, ce qui me trouve vraiment, qui me fait capoter, puis ça, j'avais vu ça dans mon cours de théorie de Galois, un n-gon est constructible à la règle et au compas, donc en utilisant seulement des cercles puis des lignes droites. Ici, seulement si le nombre de côtés de la forme 2 à la s fois P1 fois P2. Ici, les P1, P2, PR, c'est des nombres premiers de Fermat. Puis vous remarquerez qu'il n'y a pas d'exposant. Donc les nombres de premiers doivent être pris exposant 1 chacun.
Bon, on va laisser faire les deux à la S, là, parce qu'une fois que tu as construit un triangle, c'est facile de bisecter les angles, puis fait on oublie ça. Concentrons-nous seulement sur la partie P1, P2 jusqu'à PR. Ça veut donc dire, les seuls nombres de Fermat, c'est ceux-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez construire n'importe quel n-gun. Donc, je peux construire un 3 gun, je peux construire un 5 gun, je peux construire aussi le prochain, si on fait la liste, le prochain que je peux construire, c'est 3 x 5. Mais je ne peux pas construire 3 à la 2 x 5. Je peux construire 3 x 5. Après, le prochain, c'est 17. Après, le prochain, c'est 3 x 17 qui est 51. Puis, on peut continuer la liste comme ça. Donc, en réalité, quand on y pense, j'ai 32 possibilités. Parce que soit je le prends, soit je ne le prends pas. J'ai 2 à la 5. Donc, là, je ne continuerai pas la liste. Mais là où je trouve ça vraiment drôle, c'est si... Bon, bravo, là. Si je continue ici, vous connaissez bien le triangle de Pascal. Donc, le triangle de Pascal, chaque nombre est construit comme la somme des deux nombres au-dessus de lui. Donc, ici, vous avez 10 qui est 4 plus 6. Puis, ça construit comme ça jusqu'à l'infini. Si vous remplacez chacun des nombres par son modulo 2, donc ça vous donne ça, quelque chose comme ça. Puis si vous regardez chacun des nombres écrits en binaire, puis vous le convertissez, ça vous donne exactement la même liste dans le bon ordre jusqu'à la 32e ligne. Il y a bien des affaires que je connais sur le triangle de Pascal, puis je connais les preuves. Ça, je ne sais pas pourquoi ça marche. Je ne sais pas, là, mais c'est juste cool. Puis juste tant qu'à être dans le triangle de Pascal, vous connaissez sans doute, vous savez que dans le triangle de Pascal, entre autres, il y a tellement d'affaires dans le triangle de Pascal que si vous faites la somme des nombres sur ces diagonales-là, vous allez voir apparaître la suite de Fibonacci. Fait que le triangle de Pascal, je pense qu'on pourrait faire une conférence de 1 heure juste là-dessus. 70 000. 70 000. C'est quoi 70 000? C'est le record de mémorisation des décimales du nombre pi, récité pendant 24 heures sans pause. C'est à peu près à cette vitesse-ci qu'il est dit. 3,1415926535897932328 pendant 24 heures. Puis remarquez, il a de la relax en plus, le gars. Il est en train d'écouter un film sur Netflix, là. Il a de la relax, là. Puis là, ben, c'est un record officiel. Donc, c'est vraiment Guinness. Parce que vous allez peut-être voir sur Internet qu'il y en a qui ont réussi à faire 100 000 décimales ou 101. Mais ça, ce n'est pas des records officiels. Ce pas des records qui sont homologués par les Guinness. 142 857, si vous faites x1, si vous faites x2, vous avez les mêmes nombres, mais permutés. x3, les mêmes nombres permutés. x4, même chose. x5, x6. Puis x7, ça va donner quoi? Hein? Ça donne juste des 9. Est-ce que vous êtes capable de comprendre comment on fait pour tout voir ça? En fait, le lien avec ça, c'est quoi? C'est que 142, 857, c'est la période du nombre 1/7. Fait en s'inspirant de 1/7, qui est 1, 4, 2, 8, 5, 7, puis en jouant un peu, on est capable de voir que c'est exactement ça qui arrive. Puis évidemment, quand vous arrivez à x7, en tout cas, vous pourrez gosser un peu avec ça, mais 1/7, il est intéressant, ce nombre-là. Bon, ça, c'est maintenant rendu la dernière cellule dans Excel, qui est 2 à la 20. Mais c'est moins intéressant à 20 parce que ce n'est pas une puissance de 2. Mais j'imagine que s'il y avait mis 32 ici, ça aurait... En tout cas. 2 682 440. La conjecture d'Euler, c'est que pour tout n plus grand ou égal à 2, la somme de n-1 puissance n-ième n'est pas une puissance n-ième. Puis en fait, lui, il a démontré que... pas lui, je dis... c'est Noam Elkies. Il a démontré que c'est faux, en fait. Donc, il a réussi à démontrer une situation. Donc, la somme de n-1 puissance n-ième n'est pas une puissance n-ième. Donc, la somme 3 puissance 4e, ici, il a démontré que c'était égal à une puissance 4e. Donc, ça a cassé la conjecture d'Euler. Puis, la raison pourquoi j'ai parlé de celle-là, parce qu'en soi, c'est pas si intéressant, c'est que la personne qui a découvert ça, il s'appelle Noam Elkies. Puis, c'est pas là que je vais en parler. C'est pas... Retenez ce que j'ai dit, je vais en parler plus tard. Ici, en fait, c'est Martin Gardner, il avait donné un défi à quelqu'un de trouver un carré magique avec tous des nombres premiers dans le carré magique partout. Puis c'était 100$, je pense qu'il avait donné. J'ai plus le nom de la personne avec qui il avait fait le défi, mais il y avait quelqu'un qui avait réussi à trouver une solution. Puis si vous prenez ce nombre-là comme X, puis vous le remplacez, vous avez tous les nombres premiers partout, puis c'est bel et bien un carré magique. Il avait remporté son défi contre Martin Gardner. 10 à la 20. En fait,
vous vous rappelez du théorème de Fermat. En 93, Andrew Wiles a fait une série de conférences, puis à sa 3e série de conférences, parce que lui, pendant 7 ans, il travaillait par lui-même. Puis ce qui est arrivé, c'est que il voulait pas parler à personne de ce qu'il faisait, fait que il faisait son travail à l'université, puis il faisait des petits articles, quand même pas pires, mais il travaillait chez lui pendant 7 ans dans son grenier, il a fait ça, il travaillait, puis il ne voulait pas parler de rien à personne, parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un continue puis qu'il gagne ce qu'il a fait. Quand il a fait sa première conférence, là, tout le monde, là, toute la publicité est arrivée sur lui. Fait que là, il y a eu une erreur dans sa preuve. Fait que là, tout le monde n'arrêtait pas de pi. Fait que là, il était en train de capoter, là. Fait que ça a pris 9 mois, puis c'était long. Puis là, ben, il y a eu un petit courriel qui a été écrit par Henri Darmon, professeur à l'Université McGill. Puis lui a dit, Noam Elkies, le même qui a trouvé le contre-exemple tantôt, aurait trouvé un contre-exemple au théorème de Fermat. Tu dis, mon Dieu. Là, tu dis, oh non. Là, le gars, il était. Là, Andrew Wiles, lui, ça, il capotait. Puis il dit, c'est un nombre supérieur à 10 à la 20. C'est pour ça, mon 10 à la 20. Fait que là, c'était comme l'enfer. Puis en fait, c'était un poisson d'avril. Puis Henri Darmon a fait ça pour que les gens arrêtent d'écœurer Andrew Wiles. Puis finalement, Andrew Wiles a réussi à patcher sa preuve, puis finalement, c'était correct. Fait que je trouvais que c'était une belle anecdote, là. Non, juste pour vous avertir qu'à partir de ce qu'on va faire maintenant, là, c'est clairement on pelte des nuages, parce que là, on dépasse le nombre d'atomes visibles dans l'univers. Donc, tous les nombres je vais vous montrer à partir de maintenant, c'est pas des nombres qu'on rencontrerait dans la vraie vie, là. Donc, 10 à la 100, comment ça s'appelle, ça? Oui? Je pense que c'est le nombre de particules, les noms d'atomes. Oui, c'est peut-être même le nombre de particules. J'ai marqué le nombre d'atomes. Bon, c'est le nombre de particules, c'est encore pire, là. 10 à la 100, c'est comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle un Google. Ou un Google maintenant. Puis c'est un jeune garçon de 9 ans qui avait eu l'idée de ce nom-là pour 10 à la 100. Puis un Googleplex, c'est 10 exposés à un Google. Puis j'ai une petite vidéo, je ne sais pas si le son il sort ici. Est-ce que ça. Il faut que tu le branches pendant. Là-dessus, ton Jean, il est-tu de l'autre bord? Oui, il est ici. Là, je me rappelle plus où il y a ça. Donc, moi, en fait. I knew it. I have seen that look on a man's face 1,000 times all across the country. Well, I can tell you, friend, you get over her. There is 1 in a million, 1 in a billion, 1 in a Googleplex. One of my dreams, and I lost it for all time. I can assure you, sir, there are other women. I have peddled this barbed wire all across the country. It's taught me one thing, sir. It's that you never know what the future might bring. Oh, the future. Oh, I can tell you about the future. J'aime ce film-là. Il fallait que je le fasse, là. Donc, un Googleplex, en français, c'est pas ce qu'il dit. Il dit une à l'infini. Voilà. Je sais pas. Quel est ce nombre? C'est le plus grand nombre premier connu. C'est un nombre premier de Mersenne qui a été découvert, ça fait pas si longtemps en plus. Puis il y a une petite histoire qui vient avec ça. Je pense que je vais être correct. Donc 6, c'est égal à... Pas c'est égal, mais si vous regardez les diviseurs de 6, vous avez 1, 2, 3. Je ne prendrai pas 6. On va prendre les diviseurs propres, donc en excluant le nombre lui-même, là. Puis 6 est égal à la somme de ces diviseurs. Le prochain qui fait le même job, c'est 28. Donc vous avez ces diviseurs propres, puis c'est égal à la somme. Bon, les deux autres prochains, faites-moi confiance, c'est 496, 8128. Ça s'appelle des nombres parfaits. Puis, gardons ça dans notre tête pour l'instant. Ça ici, c'est des nombres 2 à la n-1, c'est des nombres de Mersenne. Donc ici, j'écris la liste des premiers nombres de Mersenne. Puis ici, je vais juste calculer 2 à la n-1. Donc ici, ça va être carrément des puissances de 2, mais avec le n-1. Donc ici, vous avez 1, 2, 4, 8, 16, 32. Puis, je vais m'intéresser à ceux ici qui sont premiers. Donc, dans cette liste-là, ceux qui sont premiers. Vous avez lui qui est premier, celui-là, puis celui-là. Là, attention, si lui est premier, lui a des chances de l'être. Si lui n'est pas premier, lui ne l'est pas. Mais ce n'est pas parce que ici c'est premier que forcément il y en ait un. 11, c'est un exemple. 11, ça fait 2047, puis c'est égal à 23 fois 89. Et si vous multipliez cette colonne-là avec cette colonne-là dans les verts, vous allez trouver exactement les mêmes nombres parfaits que j'ai trouvés tantôt. Donc en fait, si on veut trouver les nombres parfaits,
ben, il faut réduire notre problème à trouver des nombres premiers de Mersenne. Puis là, ça, c'est des problèmes plus gros, il faut plus utiliser des ordinateurs. Puis vous avez ici la liste que vous pouvez trouver sur Wikipédia. Ça, c'est la liste des 12 premiers qui ont été trouvés. Puis ici, ça a été fait, là, ça fait quand même assez longtemps qu'ils ont été découverts, ces nombres-là. Ensuite, vous avez une grande phase où est-ce qu'on en a trouvé beaucoup d'autres, jusqu'au 34e. Puis ici, c'est dans la phase où est-ce que... Parce que là, ça commence en 1952, puis dans ces environs-là, l'invention de l'ordinateur. Fait que là, on est capable d'en trouver d'autres. Puis à un moment donné, je ne me rappelle plus si on retourne ici, je pense que c'est Lucas, à un moment donné, qui avait dit « Ah, tu sais, ces nombres-là ne sont pas vraiment intéressants. À un moment donné, on va arrêter d'en trouver, ces nombres-là. » Là, tu sais. Fait que je pense qu'il était loin de s'imaginer où est-ce qu'on en serait maintenant, parce que là, on a tout fait ça ici avec juste des ordinateurs. Puis là, il y a eu une phase, on est encore dedans, c'est la phase GIMPS, Great Internet Mersenne Prime Search. Puis là, c'est en fait, chacun met son ordinateur à la disposition de... On prend un peu de CPU de votre ordinateur, puis il y a un programme qui calcule, puis ça donne en fait l'ordinateur le plus puissant, qui est plein d'ordinateurs qui roulent en parallèle pour essayer de calculer, pour trouver si un nombre est premier ou non. Et donc, vous avez les dates des découvertes, puis 7 décembre 2018. Le dernier nombre qui a été trouvé, c'est 2 à la 82 millions. Ça fait déjà 2 rapprochés qu'on trouve. Il y en avait eu un qui ça avait sorti dans... En tout cas, j'avais vu ça sortir dans les nouvelles. Hein. Puis ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez des points d'interrogation. Pourquoi? Bien, c'est parce que on n'a pas eu le temps de tester tous les exposants possibles entre les deux. Il y en a peut-être un entre les deux qu'on n'a pas encore vu. On a spoté lui, on a dit lui est premier. C'est peut-être le 48e, mais le travail il est super long de vérifier si entre les deux, il n'y aurait pas comme un autre nombre premier caché entre les deux. Donc voilà pour les nombres premiers de Mersenne. 2 à la 2 à la 2 à la 747 millions, 2 747 487, c'est divisible par ceci. Ça, c'est le plus gros nombre premier de Fermat factorisé. Fait que ça veut dire que Fermat, je pense que... Oui? OK, oui, 5 minutes. 10 à la 10 à la 10 à la 34, c'est l'avant-dernier plus gros nombre utilisé dans une preuve mathématique. C'est le nombre de skews. Puis ici, si on prend la fonction pi de x qui nous donne le nombre de premiers inférieur ou égal à x, bien, pi de 3, ça va être égal à 2, parce que j'ai 2 nombres premiers inférieurs ou égal à 3. Pi de 6, ça va être, j'ai 2, j'ai 3, puis j'ai 5, donc j'ai 3 nombres. Pi de 15, ça va donner, pi de 15, ça donne 6. Donc en fait, en théorie des nombres, on aime ça essayer de comprendre c'est quoi cette fonction-là. Puis ici, j'ai tracé sur Maple quelques points, les premiers points de la fonction pi de x. Puis je trace ici la fonction 0 à x de dt sur ln de t, le logarithme intégral. Puis Gauss a démontré que en fait, ces deux-là sont asymptotiquement égaux. Mais là, si on regarde ça, vous allez dire « Ouais, c'est pas vargeux, là. » Fait qu'on peut essayer de voir, mettons, les 100 premiers nombres. Encore là, ouais, OK. Mais si on regarde ça avec une autre échelle, là, j'ai mis les 1000 premiers nombres, on voit que ouais, c'est peut-être pas si mauvais que ça, finalement. Mais là, on pourrait se demander, ouais, mais là, c'est tout le temps le bleu qui est en dessous de la rouge. Peut-être qu'il y en a une meilleure fonction qui pourrait être entre les deux. Peut-être. En fait, la question, c'est est-ce qu'à un moment donné, ça change de bord? Puis en fait, il y a la première preuve qui a démontré que oui, il y avait un changement. C'était une preuve existentielle. On voulait juste avoir un endroit où on était sûr qu'il y avait un changement. Puis cet endroit-là, c'est ce nombre-là. L'avant-dernier plus gros nombre utilisé dans une preuve mathématique. 10 à la 10 à la 10 à la 34. Puis en fait, c'est encore bien plus haut que ça parce que imaginons qu'à partir de cet endroit-là, ça change, mais que ça reste tout le temps le bleu en haut. On pourrait encore se demander, ouais, mais peut-être qu'il y en a une qui est encore meilleure. Bien en fait, il y a une infinité de changements entre les deux. Ça arrive une infinité de fois. Donc ça veut dire que la fonction, bien, elle est quand même pas mal bonne. Nombre de Graham, ouais, je vais avoir le temps. C'est le plus gros nombre, plus gros nombre. Puis, c'est même pas, vous ne serez pas capable de vous imaginer c'est quoi. Il faut d'abord que j'introduise une nouvelle notation, 3 flèches, flèche 3, qui représente une pile. Dans le fond, j'ai ce nombre-là qui est des 3, puis je mets combien de 3? J'en mets 3 en tout. Si je fais 3 flèche, flèche 4, je mets 4 3 empilés l'un au-dessus de l'autre. Bon, vous avez compris l'idée, là. Si je fais 3 flèche, flèche, flèche 4, ben c'est une espèce de définition récursive où est-ce que je vais mettre autant de 3 que le nombre qui est là. Puis ici, je mets des doubles flèches entre. Mais ces doubles flèches-là, c'est comme ça. Puis ici, c'est le nombre qu'on a fait tantôt qui est, 3 à la 3 à la 3. Puis là,
lui, flèche, 3 à la 3 à la 3, ça veut dire que vous mettez une pile de 3, puis là, parce que c'est déjà gros, là. Fait que là, bon, vous comprenez le concept, si je fais 1, 2, 3, 4 flèches, ben je vais en mettre 3 en chacune, puis juste lui, ça va être ce que je vous ai montré l'étape précédente. Non, lui, je ne voulais pas en parler. Bon, c'est bon. Donc, le nombre de Graham, vous partez avec ce nombre-là, qui est en fait lui, mais au lieu d'un 4, ici, je mets un 3. Puis là, vous prenez le nombre de flèches qui est ici, qui correspond à ce nombre-là, puis vous faites ça 63 étapes. Puis ce nombre-là, c'est une borne supérieure à un problème dont on pense, tous les experts pensent que la réponse, c'est 6. Puis c'est pas des jokes. C'est la seule borne supérieure découverte à ce jour. Donc, voilà pour la conférence. J'ai le temps de vous expliquer comment faire pour calculer une racine cubique, mais rapidement. Il va falloir que vous computez vite, là. Il faut juste se rappeler des 10 premiers cubes par cœur. C'est pas très difficile parce qu'en général, jusqu'à 5, on les connaît déjà bien. Il manque juste ces 4-là, ça se fait bien. Fait qu'ici, il faut juste réaliser ici que tous les nombres qui sont en jaune, leur unité reste la même. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 9. Donc, vu que c'est un 6 ici, je sais que ma réponse, ça va être un nombre à 2 chiffres, ça va être un 6. Puis, vu que c'est un nombre à 2 chiffres, il va toujours avoir plus que 3 nombres. Il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Le bloc qui est ici, le 175, il faut juste trouver il est entre qui et qui. Oh, il est ici, entre ces deux-là. Donc, la dizaine, c'est le 5. Puis, l'unité, c'est 6. Ça se fait quand même assez bien mentalement, avec un petit peu de pratique. Donc, lui, ici, c'est quoi la réponse de racine cubique de celui-là? « 84. Parce que 592, il est entre ces deux-là. On prend le en bas. 4, 4. Là, maintenant, qu'est-ce qui arrive si c'est 3? Regardez ici. 3, 7, 7, 3. Donc, quand c'est 3, c'est 7. Quand c'est 7, c'est 3. Donc, ici, si vous avez 3, vous savez que ça va être 7. Vous prenez votre 300. Votre 300 est entre là. 67. Puis celui-là, 54 872. 54 est entre ces deux-là. Puis vous avez ici le même phénomène avec le 8, le 2, et le 8, et le 2, le 8. Donc, c'est 38. Ce qui est fantastique avec ça, c'est que quand vous le faites avec du monde, ben si ça finissait toujours par le même chiffre, il ferait comme, ben là, tu sais. Mais là, ça change. Fait que là, ils font comme, wow! Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.